Bonjour à tous, je m'appelle Maurice Michel Didlot, je suis consultant indépendant sur les questions de développement full stack, de développement mobile, développement IoT, conception d'architecture DevOps et expert en cybersécurité. Il m'arrive de participer à des concours de hacking quand les targets sont intéressantes et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Ok, donc ce concours, c'est le Hack CISAT qui a été organisé par la société CISEC en collaboration avec l'ESA et l'équipe OPSSat. L'équipe OPSSat, c'est une équipe qui développe un CubeSat, qui est un démonstrateur d'une nouvelle plateforme qui a pour but d'équiper les satellites du New Space en s'adaptant à des architectures ARM plus puissantes et qui profitent de nouvelles technologies comme des implémentations d'intelligence artificielle, de l'imagerie haute qualité et plus de RAM, etc. et qui permet de faire fonctionner des systèmes Linux complets. Donc ça ressemble à ça, l'architecture. Alors, on a toujours la partie qui est semblable à tous les satellites, c'est le bus, qui traite les protocoles de bas niveau, tout ce qui est radio, etc., et qui permet le contrôle du satellite, et qui communique directement avec la partie plus originale du satellite. C'est une architecture électronique qui communique en IPC CAN avec les restes des composants et qui embarque un système on module qui fonctionne avec un processeur Altera 5, un MITI ARM en redondance x4. L'idée, c'est de pouvoir contrôler le satellite depuis la Terre, évidemment. Donc, pour ça, il y a une architecture un peu spéciale qui est aussi assez originale de contrôle du satellite en 4 étapes. L'idée, c'est en gros de cette architecture, c'est d'adapter des protocoles Ethernet, Internet que tout le monde utilise, le SFTP, etc., pour les transformer en un protocole, ce qu'ils appellent le Space Protocol, et qui permet de communiquer avec le satellite directement. Pour ce concours, l'ESA avait fourni directement l'image système du système Linux et juste avec ils nous ont uniquement fourni un fichier BMMap qui contient les différentes offsets pour les partitions, etc. Donc l'idée, c'est déjà de réussir à extraire ces différentes partitions, pour pouvoir étudier en détail. Pour ça, j'ai pas utilisé vraiment le BMMap, je suis directement passé par Beanwalk et j'ai extrait directement le file system. On va passer un petit peu tout ça, c'est des détails techniques. Généralement, je fais de la recherche par keyword directement pour trouver ce que je cherche. En l'occurrence ici, je cherche un fichier Java et un service systemd qui démarre la partie du superviseur du satellite. L'idée de ce superviseur, c'est de contrôler, de permettre de démarrer les applications à distance, de contrôler l'upload, etc. Et c'est ce qui va permettre de vraiment contrôler le satellite avec les protocoles de haut niveau Ethernet. Si je veux trouver une vulnérabilité, c'est extrêmement important que je m'attaque à ça. Sinon, le système juste en dessous, c'est carrément le système d'exploitation Linux. Donc, j'attaque directement là-dessus. Pour ça, l'équipe de OPSSat m'a un peu facilité la tâche, ça vrai dire, parce qu'ils n'ont pas changé les noms de fonctions ni les noms de classes. Donc, il suffit de regarder le nom de la classe pour connaître directement ce que fait cette classe. Je fais une recherche par keyword à nouveau, etc. Et je vais tout de suite vous parler de la première vulnérabilité que j'ai trouvée sur ces systèmes et qui est assez révélatrice, à vrai dire. C'est une vulnérabilité assez classique d'implémentation en Java qui s'appelle ZipSlip et qui en fait se base sur une mécompréhension des développeurs de la spécification zip, tar, etc. En fait, dans certaines archives autorisent des caractères spécifiques qui permettent de retourner dans le dossier d'avant et qui permet d'upload, qui permet de contrôler le dossier vers lequel l'archive va être donc extraite. C'est une espèce de jailbreaking et qui permet en fait d'écrire sur n'importe quel fichier du système d'exploitation. Donc voilà, ça c'est les 3 lignes qui sont vraiment vulnérables. Si je les simplifie un petit peu pour que tout le monde puisse comprendre, on voit bien ici que si l'entrée est tout simplement hello.txt
tout se passe bien, c'est un fonctionnement qui est normal, mais dès qu'on fait commencer le nom du fichier, ce qui est autorisé par la spécification zip et tar, on voit bien qu'on va pouvoir, juste avec un simple merging, ça suffit pas pour sécuriser le chemin du fichier. Donc on va pouvoir retourner et voilà, écrire spécifiquement des localisations plus précises sur le système des fichiers. La deuxième vulnérabilité que j'ai trouvée, c'est une mauvaise configuration de sudo qui permet d'accéder au droit root sans pouvoir, sans avoir besoin c'est une mauvaise configuration de sudo qui permet depuis l'utilisateur superviseur d'accéder au droit root sans mot de passe. La troisième vulnérabilité, c'est plus mineur, c'est une remote command execution qui en fait se base encore une fois sur un problème de merging qui en fait permet d'exécuter une commande en modifiant le nom de l'application. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que en fait, si on fait le compte sur ces architectures, c'est un système Yocto Linux qui donc implémente Linux et BusyBox et qui contient aussi le NanoSat Supervisor que j'ai reverse engineering plus tôt. En tout, ça fait à peu près 5,5 millions de lignes de code. C'est une code base absolument gigantesque pour un système stratégique comme celui-là. Et donc la question qu'on se pose, c'est où est le bug? Où est le prochain bug qu'il va falloir trouver pour sécuriser les satellites du New Space? Et c'est une question... pertinente par rapport à l'efficience d'une recherche. C'est-à-dire qu'effectivement, comme les entreprises qui construisent ces satellites ont, avant de les défendre, à les construire, le fait de simplifier finalement des données, ou en tout cas une masse de données à traiter pour arriver à percevoir les failles, pourrait forcément les aider. Oui, en fait, le vrai problème, c'est surtout qu'en réutilisant des systèmes déjà connus, les ingénieurs qui conçoivent ces satellites prennent aussi le risque de donner beaucoup plus de pouvoir aux gens qui étudient déjà ces systèmes. Il y a peu de temps, si vous aviez une vulnérabilité sous Linux, vous pouviez hacker beaucoup de serveurs, beaucoup de systèmes IoT, et maintenant, vous pouvez aussi hacker des satellites. Voilà. Voici ma conclusion. C'est la même conclusion que celle que j'ai mise sur mon article de blog sur lequel est basée cette conférence, mais je pense que vous ferez aisément la vôtre. Voilà. Je remercie l'équipe de l'OPSSat pour m'avoir laissé jouer avec leurs satellites. Merci à l'ESA pour avoir organisé cette compétition, ainsi que l'entreprise CISAC. Voici mes sources, mais elles sont aussi retrouvables directement sur mon article pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui veulent étudier plus précisément cette architecture assez intéressante. Et voilà, c'est tout pour moi. Alors, merci d'abord et bravo à vous. Nous allons, je pense, sur un sujet aussi vaste que cela, avoir beaucoup de questions et puis surtout des questions plus simples à la fois sur les enjeux, tout simplement, de cette cyberdéfense. C'est-à-dire que, effectivement, vous nous parliez d'un système d'exploitation Linux qui, en se reproduisant ou en reproduisant des mêmes schémas d'architecture, pouvait permettre de prendre le contrôle par malveillance ou par intrusion de différents types de systèmes. Là, dans le domaine satellitaire, qu'en est-il des nanosatellites? En fait, on voit par exemple se développer beaucoup de solutions. Je pense à Starlink, je pense à d'autres types de satellites où non seulement il est primordial d'avoir une sécurité d'un seul de ces satellites, mais surtout pour certaines architectures, ce sont des nanosatellites qui fonctionnent en essaim. Est-ce que prendre le contrôle d'un seul satellite permet justement d'ouvrir la brèche à prendre le contrôle de l'essaim? C'est justement toute la question. En posant des plateformes qui ont pour but d'être installées sur plusieurs satellites et adaptées, si la plateforme en elle-même est vulnérable en son cœur, elle permet de prendre le contrôle de tous les satellites qui ont la même version de la plateforme installée. C'est aussi le problème des standards, on va dire. Si le standard est vulnérable, ça permet de prendre contrôle de tous les satellites qui s'adaptent à ce standard. Entendu, oui. Tout de suite, effectivement, on en revient à cette question de l'architecture. Entre guillemets, reproductible ou dupliquée, avec différents points de commande, de différentes programmations pour pouvoir répondre à des objectifs, mais qui constitue une base qui, une fois qu'elle est pénétrée, donne une infinité de leaks.
Bien sûr, c'est le problème avec l'utilisation du système d'exploitation Linux. C'est un système d'exploitation que tout le monde utilise et que tout le monde adore, j'imagine, pour ceux qui l'utilisent. Et ça facilite énormément le temps de développement parce que c'est des systèmes connus, etc. Mais dans le cas où il y a des vulnérabilités sur des versions spécifiques ou des vulnérabilités qui seraient encore inconnues, ça pose problème. Ça pose vraiment problème. Développez vos systèmes d'exploitation plutôt. C'est pas mal aussi. Je vais passer aux questions du public. On va pouvoir, je crois, avoir un bel échange. Certains ont-ils des questions de manière plus générale ou en tout cas ou encore sur un point concret de la démonstration? Oui, j'ai une question au fond. Oh, n'allez pas vous fatiguer, il y a encore 2 jours de salon, nous avons là le micro. La technologie va vous aider à vous préserver. Ok, Mettez bien le micro sous la bouche. Une question là, c'est au niveau de l'accès, vous aviez un accès direct finalement à la plateforme qui vous permettait de l'exploiter. Les enjeux finalement pour les satellites, c'est pas forcément l'accès en physique, mais plutôt comment on s'interconnecte sur un satellite qui est au-dessus de notre tête. Bon, je pense qu'il y a certains pays qui ont la capacité d'envoyer des gens pour hacker en physique, mais c'est pas donné à tout à chacun. Alors, quoi. ouais, c'est une question intéressante. En fait, c'est quelque chose, c'est assez complexe à expliquer. C'est pour ça que ça tenait pas dans cette conférence. En fait, l'OPSSat propose à des expérimentateurs, en fait, fonctionne par upload d'applications sur le satellite. C'est-à-dire que le système de ground station, celui-ci, en fait, permet à un expérimentateur qui a un accès administrateur d'upload une application spécifique. La question, c'est qui a ces droits administrateurs? Pour l'instant, c'est surtout l'équipe de l'OPSSat qui propose à des intervenants d'envoyer leur application, de l'upload. L'intérêt de la vulnérabilité Path Override by ZipSlip, c'est que justement, en fait, cette vulnérabilité, l'idée, ce serait de passer par les socio-engineering, d'envoyer une application malveillante qui serait uploadée sur satellite et qui permettrait de prendre le contrôle directement. En fait, effectivement, on peut pas s'interconnecter directement comme ça, vu la complexité du système, mais disons que c'est un hacking que j'ai pas réalisé réellement, mais je pense que c'est largement possible. En tout cas, c'est comme ça que je procéderai. Une autre question, un autre éclaircissement? Oui. Bonjour. Bonjour. S'il y a une nouvelle faille Linux qui sort critique, une zero touch, potentiellement, une personne avec la bonne antenne bien pointée elle peut prendre le contrôle du satellite si c'est pas patché à temps. C'est une question compliquée. En fait, disons que c'est une barrière en moins. Aujourd'hui, disons que c'est très rare les exploits qui permettent de prendre le contrôle total à distance, que ce soit de n'importe quelle machine, y compris un satellite. Aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup par chaîne d'exploitation. Par exemple, ici, c'est des failles assez importantes sur le superviseur, et le superviseur a des accès assez importants, mais on peut imaginer par exemple qu'une application, juste une application qui n'exploiterait pas le superviseur, mais directement les interactions avec le système d'exploitation, pourrait prendre le contrôle du satellite, oui. D'autres précisions? Oui. Bonjour. Bonjour. Petite question que je me posais. Là, on est dans le cas où on va prendre la main sur un satellite à distance. C'est ça. Est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui a réussi déjà cette prouesse puisse, par effet de rebond, reprendre la main sur le système de contrôle à terre? C'est une question intéressante. Disons que ce ne sera pas en passant par le satellite, ou en tout cas pas de façon directe. Peut-être que dans les interactions de fichiers, si les expérimentateurs ont l'habitude de télécharger des fichiers de log, par exemple, ça pourrait se faire en exploitant un système spécifique de leur ordinateur. Mais là, c'est vraiment une chaîne très complexe d'exploitation qui, selon moi, est assez peu réaliste. Non, ce qui a plus de chances d'arriver, c'est que vu que l'ESA, en tout cas l'OPSSat Team a mis beaucoup de ces systèmes en open source, la découverte d'une faille dont personne ne parle permettrait de prendre le contrôle de la ground station, oui. Mais c'était pas la partie de ce concours, c'était vraiment concentré sur le payload du CubeSat. Oui. Tenez.
Bonjour. Bonjour. En fait, on voit que la sanctuarisation des systèmes, ça n'existe pas. Là, on est sur un domaine de l'espace où on peut croire que c'est ultra sécurisé. Et en fait, non, certainement comme dans d'autres domaines. Du coup, la vraie question, elle est comment on revient justement à sanctuariser un petit peu la sécurité, comment on arrive à faire prendre la décision aux décideurs de dire que c'est mignon le Linux, mais peut-être qu'il faudrait développer des choses. Et comment on arrive peut-être à sécuriser ce genre de choses. C'est une question complexe et moi, ce que je ferais, c'est sûr que c'est aller contre une devise assez importante de la cybersécurité, mais je pense que le fait de rendre plus obscures les choses simplifie énormément les questions de cybersécurité. Parce que sur des cas comme ça, si vous avez du mal à accéder déjà rien qu'à l'objet que vous devez étudier, disons que la charge de travail est juste gigantesque. Surtout si vous mettez en face de ces équipes des choses qui sont complètement inconnues. Un système d'exploitation inconnu, peut-être un langage inconnu, un programme inconnu. Ça rend vraiment complexe la chose. Alors justement, du coup, l'exercice, c'était parce qu'on vous donne un Linux, c'était juste pour voir l'exercice ou c'est parce que vraiment il y a une recherche et développement où il y a un vrai départ d'utiliser ce système d'exploitation pour des satellites? Ou c'est juste pour, entre guillemets, la beauté du geste et de dire ou sensibiliser aux surfaces d'attaque, etc., etc. Là, je peux pas vraiment me prononcer sur le sujet parce que je connais pas les intentions réelles de l'équipe de l'OPSSat. J'imagine que si l'ESA développe une plateforme comme celle-ci, c'est à terme pour pouvoir l'utiliser en production. Après, peut-être que c'est juste la beauté du geste. Là, je saurais pas vous dire. Oui, pour rebondir sur le sujet, vous parliez tout à l'heure que vous faisiez face ou que les équipes qui étaient en compétition avec vous avaient quelque chose comme une architecture présentant 5 millions de lignes de code. C'est ce nombre ou ce volume de lignes de code qui, selon vous, permettrait d'avoir une bonne base de départ en termes de sécurité. C'est-à-dire le fait d'avoir autant d'objets à devoir analyser, à devoir traiter. Justement, en fait, le souci de cette base d'architecture, c'est que c'est beaucoup de lignes de code qui est accessible à tout le monde. D'accord. C'est le souci, au contraire. Les systèmes les plus simples sont souvent les plus sécurisés. Parce que, tout simplement, si vous diminuez le nombre de lignes de code, vous pouvez faire intervenir la même quantité de gens. Je veux dire, il y a un nombre limité d'experts ici. Donc, si vous limitez le nombre de lignes de code et vous faites des systèmes simples, c'est probablement aussi des systèmes sécurisés. Voilà. Au contraire, il faut simplifier les systèmes. Il faut concevoir, selon moi, tout de A à Z, comme le spatial était fait avant, en concevant des satellites avec des architectures de processeurs un peu exotiques, etc. Des systèmes d'exploitation un peu exotiques aussi, et puis faire les choses le plus simplement possible pour que ce soit accessible par une seule personne qui puisse vérifier la sécurité de ces systèmes. Voilà, oui. Donc, de manière synthétique, lorsque vous parlez de cette accessibilité, pour vous, c'est la question centrale. En fait, c'est qui a les clés, non pas du camion, mais du satellite. Exactement. Pour moi, la première sécurité, c'est de faire en sorte que quand quelqu'un arrive devant un CubeSat stratégique ou quelque chose du genre, il soit complètement perdu. Parce que si c'est un système Linux, on se sent comme chez soi, donc ça va beaucoup plus vite. Vous parliez effectivement de tranches, de prise de contrôle qui agissent en résonance les unes avec les autres. C'est tout à fait compatible. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres interventions? Du coup, merci. Bonjour. Bonjour, excuse-moi. Je reviens du coup sur le manque d'obfuscation qu'il y avait eu du coup sur le système que vous avez analysé. Excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Je suis désolé. Donc du coup, je reviens sur le moment où vous aviez dit qu'il n'y avait pas d'offuscation, du coup sur le code que vous analysez. Du coup, pour revenir sur l'offuscation, est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, elle aurait été réellement gênante si elle avait été bien faite? Et donc vous dites sur l'accessibilité, à quel point l'obfuscation aurait pu vous retarder? Parce que dans tous les cas, elle aurait pas pu vous stopper, mais à quel point l'obfuscation aurait pu vous retarder? L'obfuscation ne stoppe pas, c'est important de préciser ça, mais l'obfuscation, quand vous avez des noms de fonctions qui sont pas explicites, il faut vraiment s'attaquer à l'étude purement algorithmique de la fonction. Et sur une base de code de 200 000 lignes de code, c'est un travail conséquent. Donc ça, pour quelqu'un de tout seul, c'est sûr que c'est beaucoup de travail, bien que quelqu'un qui est déterminé puisse le faire. Mais par exemple, une équipe, on peut imaginer une équipe gouvernementale ou quelque chose du genre, ça retarde pas vraiment, mais disons que c'est une sécurité pour moi qui, sur ce genre de système aussi critique, c'est quasiment obligatoire. Oui.
Pardon, madame. Merci. Bonjour, Christophe Chassebeuf. Bonjour. Je me pose la question de la gestion des compétences, de la résilience, de l'acquisition justement de cette force de frappe, de pouvoir développer du code, comme on va le dire, peut-être inconnu. Cette idée de pouvoir financer ce genre d'équipe, la travailler dans le temps, surtout si on vient à travailler sur un volume de satellites important. Comment vous voyez les choses en termes d'investissement, d'efforts, de budget par rapport à ça, et comment est-ce qu'on peut pérenniser l'approche résilience de ces compétences si en fait au final c'est pas pour les payer très cher comme des experts et les retenir parce qu'on n'a pas d'autre choix que de les avoir parce qu'on les a pas sur le marché. C'est une question intéressante. C'est pas, pour être honnête avec vous, vraiment ma partie. Je suis pas expert de ce sujet-là précisément. Maintenant, je pense que sur le marché, de façon générale, de ces experts, il y a une grosse sous-estimation. C'est que généralement, les méthodes de recrutement sont quand même les mêmes que celles qu'on retrouve sur le marché du travail classique. Et pour moi, c'est une erreur parce que la plupart de ces experts sont des gens qui sont passionnés, peut-être un peu spécial aussi, et qui, disons, participent beaucoup à des projets open source. Donc, des gens qui, pour la plupart, sont pas anonymes, mais disons, ne sont pas des gens connus. Donc, la question de comment trouver ces gens, pour moi, des projets de système d'exploitation, des projets de système dans ce genre, ça existe. Peut-être qu'il faudrait commencer par aller voir ces gens-là. Voilà, c'est mon avis. Après, pour le financement, c'est sûr que développer une masse de code comme ça, qui évolue dans le temps, etc., c'est pas à la portée d'une petite équipe. C'est beaucoup de personnes, beaucoup de compétences et pluridisciplinaires. Donc là-dessus, disons que j'ai du mal à évaluer le budget que ça serait, mais je pense que c'est conséquent. Oui, une question face à moi. Oui, bonjour, Sébastien Salito, Société Expinfo. Petite question, en fait, même remarque peut-être. Vous disiez que le système étant connu, étant à forte communauté, l'attaquant se trouverait comme chez lui en arrivant sur le système et c'était beaucoup plus facile du coup à attaquer. C'est un petit peu contraire à ce que l'ANSSI recommande, puisque l'ANSSI recommande plutôt des OS à forte communauté, plutôt des logiciels qui sont connus. Est-ce que c'est pas contradictoire par rapport aux bonnes pratiques qui sont recommandées par les institutions? Alors, je ne sais pas ce que dit l'ANSSI précisément. Maintenant, je pense que c'est surtout des choses qui s'appliquent à des systèmes plus généraux, plus globaux, peut-être moins précis. L'idée des systèmes à forte communauté, ça marche très bien. Disons quand on part du principe que les gens qui trouvent des failles en parlent ou qu'elles sont découvertes rapidement. Dans le cas de ces systèmes-là, je veux dire, on voit bien, c'est très vite un sujet politique, donc c'est compliqué d'en parler comme ça. Mais on sait qu'il existe des équipes qui trouvent des failles et qui n'en parlent pas. Et c'est dans ces cas-là que c'est ces gens-là qui sont dangereux, en fait. D'autres questions? Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette session. Et je crois que nous en avons alors fait le tour. Merci beaucoup. Et merci. Eh bien, écoutez, bravo à vous. Merci.